En février 542, alors que l'Empire byzantin est engagé dans une reconquête de ses provinces occidentales qui s'avère alors triomphante, la découverte à Constantinople de la peste brise cet élan. Procope de Césarée, membre de la cour et témoin privilégié des événements, dépeint un tableau apocalyptique. Il y eut en ces temps-là une maladie contagieuse qui enleva une grande partie du genre humain. Une maladie qui embrasa tout le monde, qui confondit toutes les conditions et qui n'épargna ni âge ni sexe. Elle s'étendit jusqu'aux nations les plus éloignées. Elle n'en exempta ni île, ni montagne, ni caverne. Procope de Césarée décrit alors jusqu'à 10 000 victimes de la peste chaque jour, à une heure où l'empereur tombe lui-même malade et survit miraculeusement. Alors que les cadavres s'entassent, il charge son référendaire Théodose d'en débarrasser la ville à l'aide de la garde palatine. Les cadavres sont alors jetés à la mer, brûlés ou enterrés dans de gigantesques fosses communes créées autour de la ville. Cette pandémie qui se maintient pendant 2 siècles tuera environ 33% de la population européenne en l'espace de 5 ans. Elle constitue la première véritable pandémie connue de peste bubonique et dont l'ampleur a contribué à faire de cette maladie l'archétype fixant l'imaginaire de référence des épidémies. La peste est une maladie infectieuse qui peut adopter 3 formes différentes, septicémique, pulmonaire et bubonique. Cette dernière représente la grande majorité des cas et se transmet par piqûre de puces de rongeurs, essentiellement du rat noir. S'il n'est pas traité, le malade décède dans 50 à 60% des cas en moins d'une semaine seulement, et si le bacille atteint le poumon, la diffusion interhumaine de la maladie peut avoir lieu par voie aérienne. Les sujets contractent alors une forme pulmonaire qui, en l'absence de traitement, est systématiquement mortelle en l'espace de 3 jours. La peste est donc une maladie ravageuse et spectaculaire, suscitant une mort brutale. C'est sans doute pourquoi elle est celle qui structure le plus nos représentations sociales et culturelles du fait épidémique, avec une forte rémanence aujourd'hui, malgré avoir été reléguée au stade de simple maladie infectieuse, soignable en quelques jours par ingestion d'antibiotiques. Le terme apparaît au XVe siècle du latin fléau et a historiquement été associé aux épidémies à grande mortalité, à l'instar de la peste d'Athènes, sans qu'elle n'ait toujours de lien avec le bacille de Yersinie. Les fléaux de peste ont par ailleurs inspiré plus que toute autre maladie infectieuse les productions artistiques depuis le Moyen-Âge. L'iconographie de peste, par exemple, est vaste et ancienne. Des œuvres rapportent dès la fin du Moyen-Âge l'omniprésence de la mort et dépeignent ce traumatisme qui frappe indifféremment toutes les couches sociales. Comme l'illustrent les danses macabres, des fresques qui mettent en scène des squelettes entraînant vers la mort rois, chevaliers, évêques, marchands, jusqu'aux mendiants. On peut également citer les représentations apocalyptiques jusqu'aux représentations contemporaines où la peste constitue le symbole du fléau incommensurable. La peste a aussi été une cible centrale dans le cadre du rêve promotéen de vaincre la maladie, ainsi qu'un vecteur de systématisation des politiques de santé publique. Elle est ainsi devenue en Occident un souvenir tragique éloigné, mais persistant, ou encore une maladie rattachée à l'archaïsme et à l'exotisme. La peste nous offre un gigantesque panel de réactions. Nous avons choisi plusieurs exemples pour illustrer cet impact dans la vision qu'ont les populations touchées de l'épidémie, à la fois théologiquement, politiquement et socialement. L'adoption d'une vision eschatologique de l'épidémie est très rapide. Dès l'apparition de l'épidémie de peste à Kaffa en 1345, assiégée par les Mongols, les Génois sont persuadés que les troupes tatares de la Horde d'Or tombent sous les coups du divin, cherchant à sauver la cité chrétienne. L'explication de la punition divine se généralise avec l'extension de l'épidémie. Dans le monde musulman, on y voit une réponse à la dégénérescence des empires. En Occident, Matteo Villani parle d'un second déluge. La peste est parfois dépeinte comme une punition individuelle, Dieu choisissant ceux succombant à la peste selon les péchés de chacun afin de préparer le jugement dernier. On élève des saints, comme Saint Roch, censés pouvoir intervenir auprès de Jésus pour cesser le courroux divin. Des processions de flagellants se développent pour essayer d'absoudre les péchés humains et mettre fin à l'épidémie. La Chine peut apparaître comme une exception à cette époque-là, avec des médecins qui cherchent à développer des explications rationnelles à la maladie, comme le médecin Li Gao en 1232 qui cherche à développer de nouvelles manières de soigner la peste à Kaifeng, ou encore Wu Yaoxing qui développe durant l'épidémie de 1633 dans son traité des épidémies liées à la tiédeur l'idée d'une maladie provoquée par des agents infectieux, transmissibles et invisibles. Politiquement, la peste redistribue les cartes. Déjà, militairement, elle favorise grandement la prise de forteresses affaiblies. Les nomades mongols, puis mandchous, en profitent pleinement pour écraser l'empire Jin au XIIIe siècle, puis pour abattre un empire Ming affaibli au XVIIe. En Italie, la peste noire qui s'abat sur Florence vide la place pour assurer l'ascension de la famille Médicis, qui remplace les grandes familles patriciennes médiévales de la ville et jouera un rôle prééminent durant la Renaissance. On finit par pointer du doigt des éléments de la société vus comme responsables de la maladie. En Europe, ce sont les Juifs,
qui sont chassés dans les territoires du Saint-Empire romain germanique, où ils subissent pogroms et massacres. Les Juifs de Strasbourg, par exemple, lors de la Saint-Valentin 1349, sont brûlés en place publique. On les accuse d'empoisonner les puits et de ne pas être affectés par la peste. Le pape a beau essayer de les protéger, la répression se généralise, au point de créer un exode juif vers l'est de l'Europe. Les personnes qui le peuvent cherchent à quitter les centres de population qui deviennent des mouroirs. Ceux qui en ont les moyens fuient les villes, comme l'aristocratie londonienne lors de la Grande Peste de 1665. Ce faisant, ils disséminent souvent la peste dans les campagnes. Des mesures sont tardivement prises contre cela, comme avec la construction par Louis XIV d'un mur de la peste, pour isoler la peste de Marseille dans le Vaucluse, et éviter la contamination au reste du royaume. La peste de Marseille, d'ailleurs, sera la dernière grande épidémie de peste à apparaître en Europe, après 3 siècles de rééminence constante. La raison de cette brutale fin reste inexpliquée. Malgré tout, elle continue toujours à s'étendre au-delà de l'Europe occidentale. De nos jours, la peste n'apparaît plus comme une grande menace épidémique. En effet, depuis l'identification du bacille de la peste par Yersin en 1882, suivi des premiers vaccins et sérums permettant de lutter contre, la dangerosité de cette dernière n'a fait que baisser au niveau mondial. C'est lors de la peste dite de Chine que Yersin découvrait le bacille à l'origine de la peste. Cette peste, la dernière qui allait atteindre le point de pandémie, montre déjà ce qu'il va advenir de la peste pour le restant du siècle. L'Europe, au fait des dernières découvertes scientifiques et avec des mesures de protection efficaces, va seulement souffrir de centaines de morts, tandis que les Indes britanniques, bien moins organisées et avec moins de moyens, vont souffrir de plus de 10 millions de victimes. Les progrès de la médecine ayant rendu possible tout d'abord la vaccination, puis le traitement par antibiotiques, ce qui permet de se débarrasser en quelques jours de la peste, a provoqué une quasi-éradication de cette dernière. Quasi, car la peste n'est en effet pas éradiquée. Il existe toujours des foyers de peste d'origine animale. 33 répertoriés ces 30 dernières années par l'OMS, résultant encore à des transmissions à l'être humain. La majorité des cas sont en Afrique, plus de 90% selon le rapport de l'OMS, la peste dans le monde en 2019. Ces cas viennent principalement de la République démocratique du Congo et de manière écrasante de Madagascar, touchés ces dernières années par des résurgences de peste, avec par exemple 597 cas en 2017 pour 55 décès, 20 ans après la dernière grande endémie sur cette île. A noter que l'OMS considère la peste comme une maladie réémergente, à mettre en parallèle des maladies émergentes. Voici donc l'histoire de la peste, passée de mort noire à maladie endémique, après avoir exercé la terreur sur le vieux continent, comme l'a si bien résumé Camus. Je cite : « Et une tranquillité si pacifique et si indifférente, niait presque sans effort les vieilles images du fléau. Athènes, empestée et désertée par les oiseaux, les villes chinoises remplies d'agonisants silencieux, les bagnards de Marseille, empilant dans des trous les corps dégoulinants, la construction en Provence du grand mur qui devait arrêter le vent furieux de la peste, Jaffa et ses hideux mendiants, les lits humides et pourris collés à la terre battue de l'hôpital de Constantinople, les malades tirés avec des crochets, le carnaval des médecins masqués pendant la peste noire, les accouplements des vivants dans les cimetières de Milan, les charrettes de morts dans l'autre épouvanté, et les nuits et les jours remplis, partout et toujours, du cri interminable des hommes.